Alexandre, on t'a proposé d'intervenir parmi nous. Est-ce que tu as besoin de projeter? Pas du tout, tu as besoin d'avoir ton anti-sèche comme tout le monde. On t'a proposé d'intervenir. Premièrement parce que tu as une sorte de double casquette philosophique et informatique, puisque tu es chercheur à INRIA, et puis d'autre part parce que cette question du small te parlait, tout simplement. Donc je te passe la parole. Merci beaucoup déjà pour l'invitation, pour cet événement très, très intéressant. Effectivement, donc moi j'interviens ici à partir de mon expérience. Je vais pas forcément, donc je vais parler un petit peu de ce que j'appelle dans ma pratique la small science, ce que j'essaye de pousser de mon côté. Donc j'ai pas du tout de prétention à généraliser nécessairement au-delà de cette expérience. C'est quelque chose que j'essaye de développer étant moi-même donc chercheur et confronté à un certain nombre de questions en réponse aux situations dans lesquelles je me trouve et en fonction des projets dans lesquels j'interviens qui sont assez variés. Je me présente rapidement pour dire un petit peu d'où je parle. Donc effectivement, je suis chercheur chez INRIA. À ce titre, d'ailleurs, j'ai participé donc au cycle Transition au carré animé par la FING, qui m'intéresse également beaucoup. J'ai un profil un petit peu particulier étant chez INRIA, puisque je suis philosophe. Je crois que je dois être le seul philosophe officiellement embauché en tant que philosophe, donc pas philosophe de l'informatique ou philosophe des mathématiques, philosophe de la logique, mais philosophe et intéressé par les sciences sociales, embauché par INRIA, donc ce qui me donne une position un petit peu particulière. Et travaillant aussi sur le lien précisément entre INRIA et les sciences sociales, dont j'ai parlé aussi dans mon intervention. Et puis par ailleurs, à côté de ça, et je vais y revenir, j'ai d'autres activités. Je suis aussi membre du réseau d'experts de la mission Etalab qui s'intéresse à l'open data. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est le fait que je collabore aussi avec une fondation d'art contemporain qui est la fondation des Galeries Lafayette sur un projet pour moi est un projet de recherche pour montrer la création artistique contemporaine avec les outils du numérique. Et je vais notamment m'appuyer sur cette expérience pour essayer de parler justement de small science et d'ailleurs dans la relation entre le privé et le public, parce qu'on ne fait pas toujours finalement la science qu'on voudrait faire dans le public, et c'est parfois aussi avec d'autres acteurs, en fonction d'autres agencements, qu'on peut réussir à monter des projets intéressants et expérimentaux. Le constat à partir duquel je m'exprime ici, c'est le constat que rencontrent les chercheurs. Encore une fois, j'ai pas fait d'analyse sociologique là-dessus, il faudrait le confronter à des analyses plus génériques. Mais en tout cas, c'est un constat qui, je pense, est partagé par beaucoup de mes collègues, à savoir celui du caractère foncièrement non soutenable, je crois, de la recherche contemporaine. C'est-à-dire, pour caricaturer un petit peu, mais ça donne des bases à une discussion, un projet est terminé aujourd'hui. Alors, recherche par projet, ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais au quotidien, pratiquement, un projet, on peut dire, est terminé à partir du moment où on a reçu les financements, et là, on peut commencer à travailler au projet suivant. Ce qui veut dire que, forcément, la question des livrables n'est pas la question prioritaire. L'obtention du projet est beaucoup plus importante que finalement le fait de terminer le projet, de donner des livrables qui vont être pérennes. Ça a été dit, hein, les éléphants blancs, j'ai entendu ça dans la présentation de tout à l'heure. Ils existent. Que deviennent les projets? Que deviennent les livrables? Étrangement, c'est pas si étrange que ça, les livrables sont le parent pauvre, et finalement dans les indicateurs d'ailleurs, ce qui compte, c'est d'avoir eu un projet financé, c'est pas de montrer comment le projet a terminé, comment il s'est achevé et qu'est-ce qu'il a donné, même s'il y a des évaluations, mais disons que le plus important, c'est quand même de décrocher le projet. D'autres aspects évidemment sont à prendre en considération, le fait par exemple que les usages et le rapport notamment avec les sciences sociales du côté de la sociologie des usages s'inscrit en aval des projets, donc est aussi souvent le parent pauvre. Là je parle vraiment du point de vue de quelqu'un qui travaille dans un centre de recherche en informatique, donc nous sommes habitués à monter des gros projets par rapport à d'autres disciplines, ou par rapport là encore à d'autres disciplines, on a quand même de l'argent, puisque le numérique, l'informatique, évidemment ne sont pas forcément encore les parents pauvres de la recherche, loin de là. Donc c'est aussi ce qui motive mon discours. Et puis, autre élément qui est, me semble-t-il, problématique, c'est le fait que finalement, lorsqu'on monte des projets, on crée des liens avec d'autres acteurs, mais ces liens ne sont pas forcément du tout pérennes, et pour d'autres projets, on va défaire ces liens, refaire d'autres liens temporaires avec d'autres acteurs, et ainsi de suite, en continuant les choses de cette manière.
Alors, j'ai poser un premier contraste avec un projet étonnamment, donc un projet qui pour moi est un projet de recherche, celui dont j'ai parlé, dont je m'occupe avec la Fondation des Galeries Lafayette, donc avec un acteur privé, mais qui est une fondation, donc qui, du point de vue fiscal notamment, a des contraintes liées à des questions d'intérêt général, qui font partie de son ADN, si je puis dire. Et qui m'a donné l'opportunité finalement de travailler sur un projet sur le long terme. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille sur ce projet. Donc, pour aller vite, il s'agit de monter la plateforme d'une fondation d'art contemporain dont la spécificité est d'accompagner la production artistique contemporaine, non pas de commander des œuvres, non pas d'exposer des œuvres, mais finalement de co-fabriquer avec des artistes, de co-produire avec des artistes des œuvres d'art contemporaine, et donc finalement à partir de cette coproduction, de montrer les matériaux de cette coproduction, c'est-à-dire les traces, les échanges avec les artistes, afin de donner à voir finalement les conditions d'apparition et de production de l'art contemporain et ce que produit très concrètement l'art contemporain au-delà de sa réalité dans une salle d'exposition qui n'est pas forcément très parlante pour le public, parce que la qualité esthétique de l'art contemporain n'est pas forcément le critère premier pour comprendre ce dont il est question, et également pour sortir aussi l'art contemporain simplement de son rapport au marché et une valorisation qui serait une forme de spéculation financière. Donc donner à comprendre et à saisir à travers d'autres matériaux les traces de l'activité des artistes et des producteurs notamment, mais pas seulement, toute une intelligence collective autour des œuvres d'art contemporaines, et bien donner à comprendre et à voir et à apprécier peut-être, si ça le mérite, l'art contemporain. Dans le cadre de ce projet, j'ai eu la chance, l'opportunité de faire une proposition qui a été acceptée, qui était notamment, alors ça fait écho à ce qui se pratiquait en informatique assez couramment dans les années 80 notamment, c'est-à-dire de demander à un sociologue, qui travaille d'ailleurs maintenant dans le laboratoire d'Alexandre Mallard, c'est-à-dire Jérôme Denis, qui travaillait à l'époque à Télécom Paris Tech, demander à un sociologue, demander à la fondation de financer un sociologue, et ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent, pas pour le sociologue, pour Télécom Paris Tech, lui, il n'a rien touché. Ça aussi, c'est intéressant à discuter comme modèle. Demander à un sociologue de faire une observation en situation, de venir vraiment à la fondation quotidiennement pour voir comment les gens travaillaient. Très précisément afin de les équiper à l'aide du numérique et de fabriquer des outils aussi correspondant à leurs pratiques quotidiennes. Cette démarche, elle a pris du temps. Cette démarche, elle a coûté de l'argent. Il a fallu l'expliquer. Il a fallu expliquer pourquoi faire venir un sociologue pour faire une ethnographie dans le cadre d'une fondation d'art contemporain. Ça n'était pas du tout naturel. C'était des choses tout à fait nouvelles pour ces acteurs qui au départ rigolaient parce qu'ils se sont dit bon, on va être un peu tes indigènes et tu vas nous observer comme ça. Alors ils en rigolaient, mais ça traduisait finalement un certain malaise et une incompréhension de ce qui était mis en place. Mais ça a été absolument fondamental, même si ça a pris des mois, où finalement le projet n'a pas avancé, pour bien finalement poser les choses. Et ce type de collaboration, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal à la faire passer dans un projet ANR quelconque, financer à ce niveau-là une ethnographie sur un terrain dans un projet informatique. Là, j'aurais eu beaucoup de mal à le faire financer. Et donc, je dirais que pour que des projets comme ça fonctionnent, et ça a été un élément absolument fondamental, eh bien, ça coûte beaucoup d'argent, mais en général, notamment dans le domaine de l'informatique, ce sont des dimensions qui sont complètement laissées de côté. Je pense également à l'ergonomie. L'ergonomie qui est un aspect extrêmement important. Il y a de moins en moins de postes d'ergonomes. Et évidemment, sur un projet, lorsqu'il y a matière à faire des économies, c'est sur ces aspects, ergonomie, documentation du projet, etc., qu'on va faire ces économies. Or, il s'avère que ces aspects ne sont pas du tout des aspects négligeables, mais sont au contraire des aspects essentiels pour que ces projets, justement, ne soient pas des éléphants blancs, pour que ces projets puissent avoir des livrables corrects, qui répondent à une situation, qui sont repris finalement par les acteurs vis-à-vis auxquels ils sont destinés, et puissent finalement vivre la vie qui devrait être la leur. Mais ces aspects-là, en temps ordinaire, ne sont
pas peu ou prou financé, ce qui évidemment nuit à la soutenabilité des projets. Donc là, je dirais que d'une certaine manière, il faudrait, ce serait ça l'idée de small ici, il faudrait faire moins pour faire mieux. Moins de projets, mais mieux. Et mieux ici, ça ne veut pas forcément dire plus petit. Hein, c'est un paradoxe sur lequel je souhaite attirer l'attention. Ça veut aussi dire éventuellement plus d'acteurs, mais pour pérenniser finalement le projet. Plus d'acteurs, plus de financement parfois, mais peut-être moins de projets pour que les projets que l'on finance, finalement, aient de véritables suites et ne soient pas comme ça dans une logique simplement de succession perpétuelle à des fins essentiellement d'évaluation. La finalité d'un projet, c'est plutôt l'évaluation des chercheurs, le financement de la recherche, la sacro-sainte innovation sur laquelle on compte, mais est-ce que ça se traduit vraiment dans les faits par des livrables qui servent cette innovation? Ça, c'est un élément qu'il faudrait vraiment discuter. Un autre aspect qui me semble important et sur lequel justement j'ai une expérience sur laquelle je souhaite avancer en ce moment même, je travaille dans la perspective d'un IDEX. Donc un IDEX, vous savez peut-être ce que c'est une initiative d'excellence. Grosso modo, ce sont les regroupements d'universités et de centres de recherche qui vont continuer à être financés pour faire de la recherche en France, alors que d'autres seront moins financés. Donc c'est une politique de la rareté, on va financer moins de personnes. Ceux qu'on va financer, on va continuer à les financer au titre de l'excellence et leur donner quelques moyens à partir, je crois que c'est du grand emprunt et des intérêts qu'ils génèrent. Il se trouve que l'université de Nice et les centres de recherche alentours ont obtenu un IDEX, et moi-même je travaille dans le cadre de cet IDEX, puisque la thématique qui a été portée, c'est la transdisciplinarité, donc faire travailler des gens ensemble. On se pose la question de savoir comment on va faire travailler ces personnes-là ensemble. Dans le cadre donc de cet IDEX, j'ai moi-même déposé un projet que j'ai essayé de penser comme une plateforme de recherche. Comme une plateforme de recherche et qui serait finalement, qui souhaiterait devenir une sorte de plateforme coopérative. Il se trouve que dans le précédent projet avec la Fondation des Galeries Lafayette, on collabore avec d'anciens chercheurs qui ont monté une SCOP, donc une société coopérative. En fait, c'est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, je crois, hein, c'est ça. On a parlé avec Catherine Friedrich qui est dans la salle, et ça a présenté tout un tas d'avantages, notamment le fait de se passer de la notion de cahier des charges, qui parfois est aussi un problème dans les projets, mais ce qui a demandé, là aussi, une innovation contractuelle pour fabriquer des contrats agiles, qui a pris 3 mois. Donc, quand je parle de small, c'est aussi parfois du slow. Vous voyez, une ethnographie, le temps de faire des contrats adaptés pour justement ne pas rentrer dans le système des SS2I qui, pour le coup, en matière d'insoutenabilité, se pose quand même comme un acteur majeur. Et s'il y a des gens dans SS2I, pardon, hein, mais je connais aussi le domaine. C'est structurel, hein, c'est pas personnel. Donc voilà. Donc il y avait cette existence des scopes que moi je connaissais, des SCIC que je connaissais également. Et il se trouve que le problème donc, dans la recherche que j'ai identifié tout à l'heure, c'est justement de savoir, eh bien, tous ces liens que nous tissons entre des chercheurs, tous ces livrables que nous produisons, eh bien, comment sont-ils finalement pérennisés, comment sont-ils mutualisés. Donc ce que j'ai proposé, c'est ça reflétait d'ailleurs le sujet de la plateforme, puisqu'on travaille aussi avec la Fabrique des Mobilités, qui est elle-même une plateforme collaborative qui essaie de fabriquer des communs. Eh bien, comment nous, chercheurs, quand nous voyons que dans le monde de l'innovation sociale, finalement, les gens essayent de fabriquer des communs, comment, à notre tour, nous pouvons fabriquer des communs. Nous sommes là, normalement, pour fabriquer des communs, la publication scientifique, mais pas seulement, les livrables de nos projets doivent en être également. Bien, il se trouve que l'idée finalement d'adapter ce modèle des sociétés coopératives ou des coopératives au domaine de la recherche n'est pas du tout un modèle évident pour pérenniser justement ces liens entre chercheurs, pour mutualiser les livrables entre plusieurs projets et finalement passer d'une approche de la concurrence entre les chercheurs sur laquelle repose quand même l'excellence. Hein. S'il y a l'excellence des uns, c'est qu'il y a la non-excellence des autres. C'est pas, tout le monde ne peut pas être excellent dans ce système. C'est un système avec des perdants. Et comment aussi on va finalement donc passer de la compétition à la collaboration ou à la coopération. Eh bien, là encore, ce sont des éléments qui n'existent pas puisque il n'y a pas le modèle de la société coopérative jusqu'à présent est un modèle alternatif au modèle de la recherche traditionnelle. On a des chercheurs qui
créer des scopes pour travailler, mais ce sont des alternatives à la recherche publique. Dans la recherche publique, au sein de la recherche publique, finalement, il n'existe pas encore, à ma connaissance, on a eu ces discussions et on y réfléchit, on y travaille, il n'existe pas encore de modèle pour soutenir finalement une approche coopérative, la volonté de se constituer en coopérative, justement pour éviter ces écueils de la recherche non soutenable, qui sont aussi largement les écueils de la recherche en général aujourd'hui. Donc ça demande, je dirais, de développer véritablement ces aspects et là aussi de faire une sorte de travail de recherche, un méta-travail de recherche sur nos propres modes d'organisation en tant que chercheurs. Un élément qui me semble également important dans ce contexte-là, je dirais, pour finalement faire le lien entre tout ça, c'est comment opérer une rencontre entre finalement ces livrables que produisent les scientifiques, qui jusqu'à présent relèvent quand même d'une logique largement conditionnée, notamment en informatique, par les sciences elles-mêmes. La question des usages vient après, mais par exemple, quand vous demandez pourquoi est-ce qu'on fait des smart cities aux gens, pourquoi on fait des smart cities? Bah voilà, moi non plus, je sais pas. Alors moi, j'en fais pas pour cette raison, parce que je sais pas. Donc si je savais, peut-être que je travaillerais dessus, mais voilà. Ça reste très mystérieux. Donc, à partir du moment où on ne sait pas pourquoi on fait ça, la question se pose de le faire. Donc, la question qui se pose par rapport à la recherche, c'est évidemment, finalement, celle de pourquoi nous faisons ça, et notamment dans la perspective, dont il a été question aussi tout à l'heure, cette perspective de la transition numérique, que moi-même j'appellerais plutôt, en regardant les données factuelles, celle plutôt de l'effondrement écologique, c'est-à-dire que finalement, tout ce que nous faisons, nous, en tant que chercheurs, nous ne sommes pas dans notre tour d'ivoire, tout ceci a un coût. Ça a un coût pour la collectivité, ça a un coût environnemental, et ça a un deuxième coût environnemental quand les productions de la recherche, quand les livrables de la recherche sont diffusés au cœur de la société. Et je dis ça vraiment sans me penser que j'ai les mains blanches, etc. Parce que si je ne travaille pas sur les Smart Cities, en revanche, je m'intéresse à l'Internet des objets et au blockchain, deux technologies que l'on sait être fondamentalement non soutenables, mais que l'on sait être non soutenables d'ores et déjà. C'est-à-dire que les blockchains, vous parlez avec des électroniciens, ils vous disent, la blockchain vient d'après, l'Internet des objets, vous parlez avec des électroniciens pour qui c'est très intéressant, parce que c'est une manière pour eux de raccrocher avec les problématiques du numérique, eh bien ils vous disent d'ores et déjà, les projections des industriels pour 2050, on sait qu'on n'a pas assez d'énergie pour faire fonctionner tous ces objets. Dès maintenant, on sait qu'on n'a pas assez d'énergie. Ça ne va pas s'améliorer en 2050, ça je peux vous le garantir. Voilà, il y a soleil, tout va bien, tout va bien. Et il y a les métaux après pour le soleil, tout ça, c'est compliqué. Donc, on le sait, et c'est d'autant plus intéressant que l'Internet des objets, finalement, aujourd'hui, parce que c'est très très gros, justement, là on parle de big, il y a plein d'objets, des milliards d'objets qui sont interconnectés. Comment on va faire pour les interconnecter et pas les mettre dans un cloud général? Eh bien, on va distribuer tout ça grâce à la blockchain. Sauf que la blockchain, c'est une technologie foncièrement non soutenable. Donc, quand vous avez ensemble l'Internet des objets plus la blockchain, vous pleurez très très fort, parce que d'ores et déjà, maintenant, c'est quasiment insoutenable. Alors, après, la question se pose effectivement de savoir si on peut faire des objets connectés light, une blockchain un peu plus légère également, non pas dans la perspective de continuer à faire ce que nous faisons, mais finalement de diminuer l'impact de nos productions scientifiques, pas pour maintenir notre mode de vie, mais finalement pour préparer à des conditions de vie qui vont être différentes dans quelques années, quelques décennies. Donc comment maintenant, alors, si on ne sait pas exactement pourquoi on fait tout ça, alors si on continue à quand même, on voit que voilà, l'Internet des objets, ça va exister, la blockchain, ça existe déjà, donc ce qu'on peut faire, c'est limiter peut-être leur impact. Là, il y a une idée effectivement de small science en étant, en essayant finalement de faire une small blockchain, peut-être des Internet des objets pauvres. C'est d'ailleurs ce que proposent déjà les électroniciens. Mais une autre problématique, c'est de savoir comment finalement ces finalités, elles peuvent rencontrer celles, eh bien, d'un public ou de publics assez divers. Et la proposition que j'aimerais faire ici, c'est une analogie avec un dispositif qui existe dans le domaine de l'art, et de l'art contemporain notamment, qui est le dispositif des nouveaux commanditaires. Je ne sais pas si vous connaissez les nouveaux commanditaires, voilà. Alors rapidement, les nouveaux commanditaires, c'est un dispositif qui fonctionne notamment avec l'appui de la Fondation de France, qui a été lancé par un photographe au départ, François Hers, avec repris
notamment, enfin repris, prolongé par Xavier Dourou, qui travaille dans un centre d'art à Dijon et qui est le directeur des presses du réel, par ailleurs. Donc quelqu'un qui est très impliqué dans le monde de l'art contemporain. Et l'idée est en fait de permettre d'opérer une médiation entre des publics qui vont se constituer, qui sont en cours de constitution, des publics dans un sens assez deweyien, de John Dewey, le philosophe américain pragmatiste, c'est-à-dire pas forcément des publics qui existent déjà, mais des publics qui sont affrontés à un problème, à un trouble, qui vont se constituer en réponse à celui-ci, qui vont proposer finalement de faire une sorte d'enquête autour de ce trouble, et cette enquête va prendre ici la forme d'une démarche artistique et la sollicitation d'un médiateur qui va lui-même proposer finalement l'intervention d'un artiste pour, non pas de manière servile, répondre aux troubles des publics, mais pour transfigurer la situation dans laquelle ce public se trouve par finalement une intervention artistique, la production d'une œuvre à laquelle ce public lui-même va s'associer. Et donc l'idée c'est de transformer finalement la situation du public qui lui-même se transforme en lien avec l'œuvre d'art, et artiste qui est lui-même transformé parce que ses préoccupations artistiques rencontrent celles d'un public. Donc là, un modèle extrêmement intéressant dans un domaine, l'art contemporain, où la rencontre avec le public est loin d'aller de soi. Donc c'est un dispositif qui, de ce point de vue, est tout à fait remarquable. Et donc, ce que je trouverais intéressant, c'est d'avoir des sortes de nouveaux commanditaires de la science, où, d'une certaine manière, on aurait la possibilité, finalement, que les scientifiques répondent aussi par leur intervention à des publics qui rencontrent des difficultés, des publics éventuellement empêchés, qui eux-mêmes enquêtent, et finalement le travail des scientifiques viendrait aussi en appui finalement à ces enquêtes. Ça, évidemment, c'est pas forcément le modèle actuel, mais c'est un modèle qui, de deux manières différentes, va un petit peu subvertir la notion d'autonomie. L'autonomie de l'art, on l'a souvent pris comme le fait de refuser d'être jugé. Un artiste refuse finalement que son travail soit jugé de l'extérieur. L'art a sa propre règle, n'admet finalement aucun jugement. L'autonomie de la science, ce serait aussi une autre version de ça, qui serait une version tour d'ivoire où les scientifiques, évidemment, ont leurs propres critères et donc ne doivent pas finalement être contaminés par la société, des commandes, etc., etc. Seulement, ce qu'on oublie dans cette perspective-là, c'est que l'autonomie, en réalité, c'est la possibilité de se donner ses propres règles pour être jugé par un tiers. Donc que l'artiste puisse se donner ses règles, mais donc soit en possibilité d'être jugé par des tiers extérieurs, et pareil finalement pour les scientifiques. Donc là aussi, je pense qu'il y a des dispositifs finalement dont on pourrait s'inspirer pour éviter de continuer à travailler dans des logiques qui sont simplement des logiques liées à nos intérêts en tant que chercheurs, mais qui doivent rencontrer aussi finalement des problématiques assez concrètes, émergentes, avec des publics. Côté INRIA, d'ailleurs, pour l'anecdote, quelqu'un a essayé de faire ça, parce que Emmanuel Prados, qui participe à l'initiative Transition au Carré, il y a 10 ans, donc qui est chercheur à INRIA Grenoble, a dit il y a 10 ans, moi je vais arrêter de travailler sur mes problématiques actuelles et je vais faire du développement durable. Lui, il travaillait sur, en plus des éléments très très sexy du point de vue informatique, puisque c'était la vision par ordinateur, et donc qui permettait de faire atterrir des satellites correctement. Donc ça, vous voyez, vous imaginez l'informaticien avec derrière une image d'un satellite et qui explique son travail, donc ça c'est très très valorisant. Eh bien, il a laissé ça de côté en se disant, dans la situation dans laquelle nous sommes, justement à cause de ces perspectives de transition écologique ou d'effondrement écologique, nous ne pouvons plus simplement nous permettre de travailler comme nous le faisions avant, d'enchaîner les projets les uns par rapport aux autres, mais nous devons savoir pourquoi nous travaillons et donner finalement une pertinence à notre travail en l'ancrant dans des problématiques extrêmement concrètes. Donc, ce qui est un peu... moi, je propose quelque chose un petit peu proche par rapport au web, parce qu'on a parlé d'un web distribué qui serait plus un Minitel 2.0. Moi, j'aime beaucoup ces initiatives, qui sont des initiatives qui portent sur l'idée du... C'est intéressant, la formulation, c'est Web We Want. C'est le web que nous voulons. Donc, c'est le web que, en tant qu'architecte du web, nous voulons, c'est-à-dire un web distribué, à minima décentralisé, etc., etc. Je pense que la question n'est plus simplement de savoir en tant que chercheur, qu'architecte, quel est le web que nous voulons. Là, on n'a pas l'idée. On a l'idée d'un web qui est small, puisque c'est un web distribué, donc on a du local, etc. Mais en même temps, c'est le web que nous voulons, c'est-à-dire que l'espace des possibles est entièrement ouvert.
je pense que nous devons aussi penser au ce que j'ai proposé, Web We Can Afford, c'est-à-dire le web que nous pouvons nous permettre, c'est-à-dire, oui, nous pouvons vouloir un web distribué, un web décentralisé, mais nous devons aussi faire en sorte que ces problématiques connectent avec d'autres problématiques, notamment environnementales, et peut-être que ça veut dire réduire la voilure quant à nos développements, quant à la complexité finalement qui est celle du web, afin de proposer autre chose. Il y a d'ailleurs des initiatives pour faire un web plus petit qui est le downscaling the web, j'ai bientôt fini, downscaling the web qui consiste notamment à aller voir en Afrique comment finalement les gens continuent à faire du web avec des boîtes de conserve, avec tout un tas d'éléments, un web plus petit, un web plus local, un web sans parfois infrastructure, et là encore je pense qu'il y a matière à s'en inspirer, d'ailleurs avec un challenge qui est de ne pas avoir une vision prédatrice finalement de ce qu'ils font, qui est faire preuve d'une grande technicité et pas d'une complexité technique, c'est-à-dire pas faire preuve de prédation, pas aller chercher leurs innovations pour les importer chez nous et continuer à avoir les mêmes modes de vie, ce qui évidemment suppose une autre réflexion. Donc pour conclure, je dirais que le small ici, ça peut vouloir dire moins, ça veut sans doute dire mieux, ça veut sans doute dire également plus pérennisé, mais parfois le small veut dire plus lent, donc ça rejoint l'idée de slow science, parce que faire mieux, faire plus local, ça peut supposer un plus grand nombre d'acteurs, mais ça peut supposer une plus grande complexité à l'intérieur du projet pour peut-être obtenir un résultat qui est d'une moindre complexité à la fin, mais qui est en tout cas plus pérenne et plus soutenable. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, ne t'éloigne pas trop loin parce qu'on ne sait jamais avec ces gens-là. Je voulais rebondir sur deux ou trois choses que tu avais dites et puis vous proposez d'en faire autant. Première chose, donc tu en as fait la synthèse à la fin, mais la question de la lenteur. Et puis l'autre chose, c'est que tu as pointé en fait autour de l'excellence, le paradoxe dans lequel on est avec une recherche de la rareté, une sélection par la rareté, alors même que tout le numérique nous incite à l'abondance. C'est-à-dire qu'au fond, il y a de la création artificielle de rareté du côté de la connaissance, alors que tout un ensemble d'approches de la recherche et de la constitution de connaissances vont plutôt produire de l'abondance et vont se poser la question de raisonner, de faire les transversalités de cette abondance-là plutôt que de la cantonner. Oui, absolument. L'autre chose, avec les modes que tu as mentionnés, c'est-à-dire ceux de la coopération, par exemple, qui sont particuliers par rapport à notamment pas simple dans certains champs de la recherche. L'autre chose que tu as mentionnée, qui à mon avis est très transversale, très au-delà de la science, c'est la question des financements de projets. Ça m'est arrivé, ça vous est sans doute arrivé de vous retrouver confronté à des situations où on est dans des jurys de projets, d'institutions, de fondations ou autres, et dans lesquels la bonne hygiène de l'instruction de projet, c'est d'en retenir pas trop, de taille suffisante pour que ça soit possible de les suivre et de les instruire. Et puis ça m'est arrivé, dans certains cas de figure, de voir l'inverse, c'est-à-dire de voir des gens qui disent, en fait, ça peut être les plus petits projets, puis ceux qui sont les plus mal foutus, puis des gens qui savent pas bien répondre aux appels à projets, qui sont les plus intéressants. Et donc on a cette tension, cette espèce de paradoxe de dire est-ce que nous devrions recommander à quelques grandes fondations de l'ESS, quelques grands acteurs industriels ou quelques acteurs institutionnels de laisser toujours la place aux petits projets mal fichus et les accompagner. C'était par exemple un constat qu'on faisait en regardant les modes d'accompagnement des projets de la ville de Brest, qui fait depuis pas mal d'années ces appels à projets autour de l'inclusion et du numérique et de l'accès de tous au numérique, et dont le montant moyen, si ma mémoire est bonne, est de 700 €. Mais avec une ligne de temps très continue, ce qui veut dire qu'ils savent qu'ils peuvent revenir l'an prochain, ils savent qu'éventuellement ils peuvent décider eux-mêmes de baisser leur budget pour qu'il y en ait pour les autres, et ça se produit comme ça, mais qu'en revanche on va les aider à améliorer leur projet, qui est une philosophie assez différente de tout un ensemble d'endroits où le ticket d'entrée est 100 fois plus élevé, ce qui n'est pas rare quand même. Et donc voilà, il y a cette deuxième chose que j'ai notée, puis la troisième chose que j'ai notée, c'est une sorte d'appel à la frugalité.
une sorte du fait de dire, on va évidemment te demander les bons accès à downscaling de web, puisque le fait d'aller s'inspirer d'un web qu'on peut se permettre, qui est soutenable, et quelque chose qui va nous inspirer dans nos travaux. Donc, grand merci. Et donc, à vous, est-ce que vous avez des questions, interrogations ou protestations après ce premier temps ? Moi, je veux bien rebondir, mais c'est pas tellement une question, c'est plutôt une remarque, qui est plutôt une remarque pour l'atelier en général. C'est sur le lien entre slow et small, puisque tu l'as soulevé à la fin de ce que tu as dit. En fait, on peut vraiment se demander est-ce que c'est quoi la zone de recoupement entre l'un et l'autre. Éventuellement, ça voudrait dire quoi de faire un tableau à double entrée entre small big et fast slow. Et donc peut-être pour rebondir sur ce que disait Alexandre, est-ce que dans ce que tu présentes, dans les démarches que tu as évoquées, est-ce que tu vois des endroits qui sont slow et pas small, et inversement, et comment est-ce que tu appréhendes les deux, le lien entre les deux? Voilà. Effectivement, le slow qui serait pas small, c'est le fait de faire intervenir finalement plus d'acteurs sur des projets, des ergonomes, des ethnographes, des sociologues beaucoup plus en amont finalement. Donc ça, c'est pas small, ça coûte de l'argent. C'est justement pas financé aujourd'hui parce que ça coûte de l'argent. Et donc on voit qu'on a des projets qui coûtent beaucoup d'argent. Je propose pas de rajouter encore une couche, mais peut-être de faire moins d'informatique et plus d'accompagnement autour de l'informatique, donc éventuellement même garder les mêmes sommes. Là, on est dans du big slow, si je puis dire, ou du normal actuel slow, mais en changeant un petit peu les acteurs. Je pense que l'informatique, c'est facile finalement de faire de la complexité sur ses propres thématiques de recherche, et de faire des papiers dessus, mais derrière, ce qui va ensuite être vraiment utilisé dans des projets concrets ou dans des livrables, ça c'est beaucoup moins évident. Et donc, il me semble qu'on pourrait avoir une partie entre la question organisationnelle, la question des livrables et la question du développement informatique proprement dite, qui serait bien différente de la proportion actuelle, avec finalement une insistance beaucoup plus forte sur les enjeux de recherche, parce qu'il y a des enjeux de recherche qui sont autour de l'informatique. Et donc peut-être diminuer de ce point de vue-là la portion. Sur l'aspect small, ça s'adresse plutôt effectivement à l'informatique elle-même, sur ce que nous faisons, ou ce que mes collègues font en tant qu'informaticiens. Et peut-être, là il y a une question qui est une question complexe, parce que l'informatique, notamment chez INRIA, se pose et se pense comme science, au même niveau que la logique et les mathématiques. C'est pas du tout une démarche d'ingénierie, etc. Ça, si vous voulez vexer un informaticien, vous l'appelez ingénieur, ce que font en général les gens dans les projets, dans la transdisciplinarité. Ah oui, il y a vos ingénieurs, les gens sont verts à côté. Ils sont pas ingénieurs, ils sont vraiment informaticiens, sont des scientifiques, etc., etc. Mais je pense malgré tout que cette question de la technique et de la technicité, c'est pas la même chose d'avoir une forme de technicité qui fait que en Afrique, avec des mobiles, on peut faire des choses assez extraordinaires, on peut faire du web sans internet, avec des boîtes de conserve qui vont répercuter les signaux, etc., etc. Et cette forme de technicité, finalement, elle n'a pas d'espace pour s'exprimer au niveau de la recherche. Donc comment, là aussi, on peut faire en sorte que le travail des scientifiques, et notamment des informaticiens, puisse retrouver cette forme de technicité, et pas une science qui, finalement, est une science qui consiste à empiler des couches de standards ou des calculs sur des calculs, mais sans forcément répondre toujours aux problématiques qui sont celles du présent. Oui, dans nos ateliers transition au carré, on entend certains de tes collègues qui disent bah oui, on va beaucoup trop loin dans des échelles de complexité qu'on ne va pas savoir traiter. Et à un moment donné, il y a une philosophie quasiment du low-tech ou de la technologie qu'on va pouvoir construire qui est un enjeu très fort pour des technologies avancées. Et là, se pose juste la question des indicateurs de la science. Parce qu'évidemment, c'est pas une question simplement psychologique, mais si les gens travaillent comme ils le font, c'est aussi parce que les indicateurs ne favorisent pas du tout ces démarches alternatives. Donc on a compris que pour l'instant, on mesurait la grosse science, qui n'était pas toujours synonyme de... Alors, est-ce que vous avez des questions, interpellations ou remarques, tout simplement C'était plus une question en fait. Je suis pas sûr d'avoir totalement saisi ce que vous mettiez comme originalité derrière cette description de cas en fait de public en constitution et puis d'un artiste qui vient transfigurer ou catalyser quelque chose là-dedans. Quand on compare à ce qui peut être décrit comme modèle, alors dans les théories économiques au market, d'un innovateur qui écouterait la science et les techniques d'un côté, qui tout d'un coup viendrait concrétiser quelque chose face à un marché où il y a des besoins latents, enfin c'est plus à la mode, mais
Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiellement différent finalement dans ce que vous décrivez autour de cette démarche artistique de transfiguration, ou est-ce qu'on est dans le process qui est décrit habituellement de quelque chose qui fait catalyseur à un instant entre un public qui attend quelque chose sans le savoir, pour caricaturer, et une technique finalement qui serait apte à produire des produits, des services ou quelque chose de nouveau, mais il manquait la petite étincelle au milieu? Alors oui, parce qu'on a ni un public qui est juste dans l'attente, mais un public qui est un public commanditaire avant l'intervention de l'artiste, donc en amont. Donc c'est lui qui suscite, qui fait la démarche auprès du médiateur, qui lui-même ensuite fait la démarche auprès de l'artiste, et ensuite l'artiste, le médiateur et les publics se débrouillent pour travailler, parce qu'il n'y a pas de marché, et que finalement il ne s'agit pas il s'agit pas de puiser dans un répertoire existant qui serait le domaine de la technique. On aura un innovateur qui puiserait dans la science, par exemple, quelque chose qui l'amènerait. L'artiste ne puise pas ailleurs, il modifie sa propre production au contact des commanditaires, et les commanditaires sont eux-mêmes modifiés en suivant finalement la production de l'artiste. Et la question du marché est une question intéressante, puisque un des ouvrages qui a été consacré aux nouveaux commanditaires par les personnes qui sont à l'initiative de ces nouveaux commanditaires, ça s'intitule justement l'art sans le capitalisme. Et l'idée est de faire sortir les œuvres d'art du marché, et notamment l'art contemporain du marché, qui est essentiellement le lieu de valorisation d'une grande partie de l'art contemporain, ce qui suscite d'ailleurs les critiques que l'on sait à son égard. Et là, il s'agit de chercher des modèles alternatifs au marché en faisant revivre finalement cette vieille figure du commanditaire telle qu'elle existait à la Renaissance, pour créer de nouveaux rapports finalement, et de nouvelles manières de faire société. Après, j'entends bien les rapprochements qu'on peut faire, mais je pense qu'il y a quand même des différences entre les termes de l'équation qui sont importantes. Et c'est un point, à mon avis, qui est intéressant, c'est-à-dire que il y a des manières différentes, finalement peut-être non normées, non standardisées, de faire ce type d'intervention pour que ça fonctionne. Moi, je travaille aussi avec des institutions pour donner à voir leurs recherches, mais dans une démarche qui est justement une démarche de recherche. Et à la différence de consultants qui vont faire ça, qui vont venir justement avec des process très bien identifiés, etc., je viens pas avec des process très bien identifiés. C'est-à-dire que tout se rejoue à chaque fois dans le contact, au cœur de l'institution, dans la discussion. Et ça, je pense que c'est une différence extrêmement, extrêmement importante. Mais on pourrait y revenir. Est-ce qu'il y aura une troisième et voire dernière question à Alexandre? Oui. Elle est assez basique, mais par rapport à la conclusion que vous avez pu faire sur l'idée d'une plateforme qui permettrait de faire se parler les besoins d'un public et des chercheurs, se repose la question de l'intérêt général, parce que la recherche publique est censée être dans l'intérêt général, et du coup ça m'amène à penser, est-ce que le small s'éloigne pas de l'intérêt général, justement, parfois? S'il permet de rencontrer un public, je pense que non. Et le small peut être le small actuel, c'est-à-dire le small d'une petite équipe de recherche qui va autour d'une... c'est comme ça que les projets fonctionnent, autour d'une idée constituer un consortium, et le consortium va généralement porter l'idée d'une petite équipe. Donc le small, il est au cœur de la recherche, de la big recherche actuelle. Ça permet au moins de changer cet aspect-là. Alors, ce qui vient d'être introduit dans les derniers échanges, c'est une question qui va nous occuper aussi, c'est-à-dire la question des échelons intermédiaires. On a fait, je suis rentré avec vous dans la fiction tout à l'heure qu'il y avait simplement le petit et le grand. Nous savons que c'est pas tout à fait le cas, et on vient de se raconter au fil de vos questions, au fil des interventions d'Alexandre, la question des échelons intermédiaires. On a parlé plusieurs fois de plateforme, on a parlé plusieurs fois de médiation. On s'est demandé si c'était normé ou non normé, et en fait, le petit et le grand sont-ils en tête à tête? Ou est-ce qu'à certains moments, il y a des fonctions de médiation? Est-ce que ces fonctions de médiation sont faites pas comme c'est le cas aujourd'hui par des très grands acteurs, ceux qui font des stores sur lesquels les petits innovateurs peuvent publier leurs innovations, celles des institutions qui vont s'intéresser à faire monter les projets des innovateurs ou des artistes, etc. Ou est-ce qu'il y a des formes plus distribuées? C'est des choses sur lesquelles on pourra venir, plus distribuées, voire moins normées. C'est des choses sur lesquelles on pourra venir, et notamment dans la deuxième partie de la matinée.